Bonjour à tous, bienvenue dans Parlons d'Europe, émission réalisée par la Maison de l'Europe de Tours, centre d'information Europe Direct. Alors aujourd'hui, j'ai une invitée exceptionnelle, c'est Ayano Kanezuka. Bonjour Ayano. Bonjour, merci pour votre invitation. Alors vous êtes avocate, c'est nous qui sommes ravis. Vous êtes avocate, vous êtes associée au barreau de Paris et de Tokyo Daini, chargée de cours, maître de conférence à l'université Keio, et vous êtes membre de la Société franco-japonaise des sciences juridiques. Voilà ce que j'ai découvert sur vous. Et vous êtes ici à Tours parce qu'il y a un colloque qui est organisé, une intervention de vous organisée dans le cadre de l'Institut de recherche juridique interdisciplinaire à l'Université de Tours. Et donc, vous avez accepté de venir faire 2 émissions, parce qu'il en faudra bien 2, pour qu'on essaye d'y voir un petit peu plus clair dans tout cela. Alors, cette émission, on va la consacrer peut-être tout simplement pour tous nos auditeurs qui ne sont pas des juristes, à commencer par moi, à voir un petit peu quels sont les grands éléments du droit pénal japonais. Quelles sont ses sources, par exemple. Voilà, encore, merci beaucoup de votre invitation et je suis très ravie d'être ici aujourd'hui. Et donc déjà, pour répondre à vos questions, en effet, je sais que depuis l'affaire de M. Go, nous avons eu beaucoup de critiques de la société internationale à l'égard de notre système. Et je pense que certaines critiques sont bien légitimes. Je suis assez critique par rapport à notre système. Mais déjà, pour présenter brièvement notre système, en fait, nous avons la procédure, le système moderne de la procédure pénale qu'à partir de la fin du XIXe siècle. Pour le moment, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, nous avons un système, notre droit est très influencé par le droit américain. Donc nous avons un système plutôt américain. Mais par contre, à la fin du XIXe siècle, nous avons ouvert le pays à l'égard du monde. Et c'est à ce moment-là, nous avons introduit un système français. C'est un professeur français qui est venu au Japon, qui a préparé notre premier code pénal et notre premier code de procédure pénale. Ah, c'est un français. Ça, je ne savais pas du tout que les Français avaient joué un rôle là-dedans. Alors, c'est la loi suprême au Japon, c'est la Constitution. C'est la Constitution, effectivement, comme en France. Comme en France, c'est la Constitution. Est-ce que ça prime sur tout le reste ou est-ce que... Oui, ça prime sur tout le reste. Ça prime sur tout le reste, d'accord. Je le rappelle parce que c'est des choses qui paraissent peut-être un petit peu évidentes, mais je ne suis pas sûre que ça soit toujours si simple. Alors, comment a évolué ce droit? Puisque les Américains, les Français ont joué un rôle, comment il évolue le droit pénal? Donc tout au début, c'était le droit français qui était important, fin du XIXe siècle. Et puis, nous avons eu une certaine influence allemande à l'époque, parce qu'à l'époque, les Japonais ont jugé que le système français était un peu trop libéral pour le Japon impérialiste. Et puis ensuite, il y a eu la guerre, donc en 1945. C'était la défaite du Japon, c'était les Américains qui ont envahi le Japon. Et à ce moment-là, les Américains ont quelque part imposé leur système. Et donc, à l'époque, au Japon, on était un peu sous l'influence européenne. Nous avions le juge d'instruction comme en France, etc. Mais on a supprimé tout cela et voilà, donc maintenant, on dit que c'est un système accusatoire. Au Japon, nous n'avons plus de juge d'instruction et c'est le procureur qui joue un rôle très important à côté de l'avocat. C'est un système accusatoire et c'est plus un système d'instruction avec un juge d'instruction. D'accord. Exactement. Alors, quels sont les grands principes de base du droit pénal japonais? Le grand principe de base, déjà, on essaie, comme en France, on essaie de séparer le plus possible la phase de l'enquête et la phase de l'audience. Donc, pendant la phase de l'enquête, comme il n'y a pas de juge d'instruction, au Japon, c'est la police et le parquet qui jouent le rôle très important. Donc là, ils font l'enquête, et puis une fois que l'enquête est terminée, donc pendant l'enquête, il y a cette fameuse détention provisoire, très critiquée durant ces derniers mois. Mais en tout cas, une fois que tous les éléments sont réunis, le parquet engage la poursuite pénale à l'encontre de prévenus devant le juge pénal. Et le juge pénal n'est informé que les grands faits dont le prévenu est reproché. Donc, le juge n'a pas beaucoup d'informations. C'est pour qu'il n'y a pas une vision, un préjugé du juge sur l'affaire. Ah, alors de ne pas savoir, ça évite les préjugés du juge. Exactement, c'est ça le but. Et une fois que la procédure
procédure est lancée et c'est en ce moment-là que le juge peut avoir accès au dossier. Mais là, l'acceptation, c'est l'approbation de l'avocat en fait. Il y a le rôle de l'avocat très important dans la défense, dans la phase de l'enquête. Je pense que là, ce côté-là n'est pas très expliqué, je pense, en dehors du Japon, parce qu'on parle beaucoup de problèmes de détention provisoire et l'absence d'un droit de défense au Japon. Mais c'est vrai qu'à la phase de l'enquête, tout change un peu plus de choses à faire chez les avocats. D'accord, donc on voit un petit peu comment les spécificités de ce droit pénal qui paraît quand même assez différent de ce que nous connaissons. Et par rapport justement au droit européen, plus globalement, parce que même si nous sommes en France, il n'y a pas que le droit français, nous sommes aussi la puissance européenne et l'Union européenne, et vous êtes dans le cadre d'une émission justement sur Parlons d'Europe. Comment vous pourriez comparer les deux par rapport au droit européen, le droit nippon? Bon. C'est difficile la comparaison parce que quand on dit droit européen, bon, il y a des pays, il y a des droits de chaque pays. Donc là, je pense que la comparaison n'est pas très facile. Mais c'est vrai que je pense qu'en Europe, vous avez une approche plus libérale, accordant plus de droits peut-être aux prévenus, aux accusés, en tout cas, qui sont sous l'enquête, qui sont, en phase de jugement. Et au Japon, et c'est vrai que, tout à l'heure, vous avez évoqué la question de la Constitution, c'est la loi suprême, mais par contre, nous avons que des tribunaux domestiques internes japonais. Il n'y a pas une institution supérieure qui juge si ce que nous faisons est bien conforme à la Constitution. Donc, si je peux faire une généralité assez grosse comme ça, mais je pense que nous avons, de ce point de vue, moins de garanties qu'en Europe par rapport à ce qui se passe sur le plan pénal. En Europe, il y a la Cour de justice de l'Union européenne qui est le dernier ressort pour tous les citoyens. Si je suis capable de faire un minimum de droit, c'est la Cour de justice de l'Union qui est notre dernier ressort qui s'impose à tous. Donc, c'est une garantie supplémentaire que au Japon, vous n'avez pas cette garantie. Non, même si nous avons la Cour suprême qui est censée contrôler tout ce qui est le respect de la Constitution. Mais bon, on ne reste que dans notre pays et parfois ce n'est pas évident. Alors moi, j'ai une petite question naïve pour finir cette émission, mais vous venez de changer d'empereur, donc effectivement. Je pouvais pas l'oublier quand même. Vous venez de changer d'empereur et vous venez de changer de temps en fait. Exactement. Et alors, qu'est-ce que vous vous attendez là, je m'adresse plus tellement à la juriste, mais à la japonaise aussi. Finalement, qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut attendre de ce changement? En effet, je pense qu'en général, les Japonais, dont moi, on est assez contents de ce changement. Enfin, on était très attachés à l'ancien empereur. Mais c'est vrai que notre empereur n'a qu'un rôle assez limité. C'est très symbolique. Mais en même temps, Mais en même temps, comme c'est un symbole pour nous, c'est un peu notre pilier, un peu le pilier de notre esprit. Et que maintenant, l'empereur est jeune, il a un esprit assez international. Et surtout la femme, la nouvelle impératrice, c'était une ancienne diplomate. Elle parle 4 langues, japonais, anglais, français, allemand. Et elle a une carrière brillante. Est-ce qu'elle pourra jouer un rôle? C'est ce que nous espérons. Je pense que ça va changer. Je pense que le nouveau couple impérial va jouer un rôle important dans la diplomatie, dans les relations internationales, dans les relations des affaires étrangères au Japon, mais aussi peut-être en tout cas, j'espère que la nouvelle impératrice a un rôle symbolique pour les femmes japonaises, une ouverture, un peu changement de rôle peut-être dans la société. Parce que j'ai lu un petit article disant qu'il fallait surtout qu'elle reste bien à sa place. On sentait qu'il y avait quelques vieux barbons qui n'avaient pas du tout envie qu'elle change. Malheureusement, je pense que la nouvelle impératrice pas mal se faire jusque-là parce qu'elle perdait beaucoup de liberté en épousant le prince héritier. Mais bon, en tout cas, pour nous, on espère maintenant qu'elle sera plus heureuse et que le temps change. Bien, écoutez, je veux vous remercier beaucoup pour cette première émission. Alors, pour tout le monde, nous vous retrouverons la semaine prochaine. Donc, Ayano Kanezuka, avocate au barreau de Paris et de Tokyo. Et je vous remercie d'être venu. Et nous allons vous retrouver dans une semaine pour parler un petit peu plus de l'affaire en cours et de ce qui se passe, notre vision de la justice à travers une histoire qui fait la une de tous les journaux. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. Merci beaucoup.